On a trop tendance à croire spontanément que la valeur, c'est le prix. Non, la valeur, c'est avant tout, effectivement, la vision qu'un acquéreur et que vous pouvez même avoir par rapport à vos forces-faiblesses et par rapport au potentiel, aux risques et aux opportunités qu'il peut y avoir dans votre contexte. Bon, est-ce que vous êtes solide, pas solide? Ça, c'est déjà un élément qui va caractériser votre valeur. Le prix, finalement, ce sera un optimum, effectivement, d'équilibre dans une situation de marché. La valeur n'est pas le prix, mais on peut effectivement, entre guillemets, se mettre en valeur, c'est-à-dire préparer les choses pour que les critères d'attractivité soient les plus présentables possibles, mais de manière solide pour que, en cas d'un audit opérationnel, full audit, les choses soient claires, qu'on puisse démontrer que tout ce qu'on a dit est vrai. Mais il y a aussi le phénomène dit de rareté qui est très subjectif. Donc, si vous voulez, la notion de valeur est une notion totalement relative et subjective. Je me suis amusé à lister 40 mots liés au mot valeur pour vous montrer que ça traduit une incertitude et ça traduit une certaine subjectivité. Alors, il faut l'intégrer dans le cadre des dossiers de cession d'entreprise, sachant que les mots qui risquent effectivement d'avoir une résonance particulière dans le cas des cessions d'entreprise, c'est les notions dont on entend beaucoup parler de création de valeur. C'est vrai, si on n'a pas forcément de bons résultats, mais si globalement on crée de la valeur, au moment où on fait la cession, on est censé dégager une plus-value. Donc ça, c'est un point important. Une valeur estimative, c'est quand même intéressant avant de rentrer en négociation, d'avoir une idée du prix, enfin de la valeur de l'entreprise à céder. Bon, une fourchette de valeur, comme ce n'est pas une science exacte, bon, c'est quand même intéressant d'essayer d'arriver à cadrer un petit peu la valeur. On va voir. Alors, chose très importante que vous devez faire avant l'arrivée d'un acquéreur, que l'acquéreur fera forcément, c'est d'effectivement faire la fameuse analyse SWOT. Les points forts, les faiblesses, les opportunités et les risques menaces, sachant qu'effectivement les points forts, ça crée de la valeur. Les faiblesses, ça détruit de la valeur. Les opportunités, ça crée de la valeur. Les risques et menaces, ça détruisent de la valeur. Donc si vous pouvez anticiper, c'est très bien, parce que les faiblesses, vous allez trouver des solutions. Vous allez effectivement identifier des axes de progrès et vous allez les mettre en œuvre, etc. Bon, effectivement, votre société prendra ou perdra de la valeur en fonction un petit peu de ces éléments-là. Donc, plus vous anticiperez, plus vous allez sécuriser la valeur. Alors, sur les méthodes d'évaluation, bon, il y a des méthodes fondées sur le patrimoine qui généralement s'appliquent aux entreprises qui ont de l'antériorité. Une entreprise qui a 20 ou 30 ans d'existence, quelque part, on peut regarder son patrimoine. C'est-à-dire quoi? C'est son actif net, son actif moins les dettes, ou le capital plus l'argent qui reste dans l'entreprise. Bon, ça, effectivement, l'actif net plus ou moins corrigé d'éléments immatériels ou plus ou moins corrigés de retraitement, cet actif net donne une certaine vision de l'entreprise, un petit peu dans une logique prix de revient. Mais effectivement, ça me donne déjà une idée du plancher de ce que vaut une entreprise. Alors, chose qui effectivement intéresse énormément l'acquéreur, c'est effectivement de voir si au-delà de la vision patrimoniale des choses, on peut avoir une vision fondée sur la rentabilité. Parce que ce qui est quand même intéressant pour un acquéreur, c'est qu'il puisse rembourser sa mise dans un délai raisonnable. Donc, il y a plusieurs approches. Effectivement, le côté anglo-saxon, free cash flow, qu'est-ce qu'il y a comme cash dans la caisse à la fin de l'année? L'entreprise, elle est capable de générer combien de cash? Je ne regarde pas les provisions, les amortissements, etc. Toutes ces écritures comptables qui masquent les vrais flux financiers. On peut effectivement, en tant qu'acquéreur, intégrer dans le prix que l'on propose du bénéfice futur, effectivement un cédant qui est relativement sûr et serein sur son développement peut aussi vendre du bénéfice futur. Donc on peut très bien mettre un dosage dans la façon d'approcher une juste valeur. On peut mettre effectivement un peu de patrimoine, un peu de rentabilité actuelle et un peu de rentabilité future.
C'est fonction de l'entreprise. Il y a une troisième méthode qui est quelque part une méthode parmi les plus intéressantes, mais il faut encore savoir l'utiliser. C'est d'essayer de trouver des transactions dans le même secteur sur des entreprises qui vous ressemblent. La seule chose, les look-alike, la seule chose pour trouver une entreprise qui vous ressemble, ce n'est pas évident. Parce que chaque entreprise a des segments d'activité différents et organisés différents, n'a pas la même valeur ajoutée. Ce n'est pas parce que vous avez le même code NAF que la transaction que vous avez observée sur le marché vous correspond totalement. Mais effectivement, c'est très intéressant d'avoir des valeurs de marché. Il y a des bases de données, en particulier les experts comptables ont développé il y a quelques années une base de données relativement riche où ils ont essayé de cerner toutes les transactions par secteur d'activité, par taille d'entreprise, par valeur ajoutée, etc., etc. Et effectivement, on peut se raccrocher à ça pour essayer de dire, ben, tiens, cette entreprise, elle a été vendue X fois les fonds propres. Tiens, cette entreprise, elle a été vendue X% du chiffre d'affaires. Alors, le bilan, vous avez entre les mains un bilan. Avec ça, vous allez dire, je sais acheter une entreprise ou je sais vendre mon entreprise. Non. Alors, le bilan n'intègre pas des éléments qu'on appelle le goodwill, c'est-à-dire tous les actifs immatériels qui peuvent avoir de la valeur. Ça, ce n'est pas inscrit au bilan. Alors, le goodwill, ça ne se calcule pas de manière additive, hein. Le goodwill, c'est généralement un global. Le marché financier, vous regardez la bourse, vous comparez la capitalisation boursière avec le bilan de l'entreprise, vous verrez que le ratio, le goodwill montre un ratio de 2 à 2,5 par rapport à l'actif net. Donc, c'est-à-dire que le marché, intuitivement, valorise le goodwill, grosso modo, à 2 fois l'actif net. C'est-à-dire que votre bilan, il en oublie la moitié. Mais quelque part, votre bilan, il a besoin de retraitement. Et il en montre peut-être trop ou pas assez aussi de son côté. Donc, vous voyez que dans un bilan, il y a une partie solide, c'est les immobilisations, hein. C'est les choses les plus difficiles à vendre du jour au lendemain. Vous avez une partie liquide, l'actif circulant, le stock en cours, client trésorerie, ça c'est du liquide, hein. Et puis donc, le gazeux, c'est le goodwill. Et le goodwill d'une entreprise à l'autre, ça a de la valeur ou pas de valeur, hein. Alors, pour résumer, si vous voulez, les méthodes, les approches de la valorisation, la triangulation de base, si on veut se raccrocher au bilan, c'est de considérer qu'on peut avoir une approche de la rentabilité par des multiplicateurs de résultats, par le free cash flow que l'entreprise dégage. On peut effectivement partir de son actif net, mais en le corrigeant. On va voir comment retraiter les comptes. Et puis, on peut rajouter du goodwill. Donc, quelque part, la pseudo-vérité, elle est un peu au milieu de tout ça. Alors, du comptable à l'économique, retraitement des résultats, il ne faut pas avoir peur de ça. Ça peut vous apporter de la valorisation comme ça peut vous en enlever. De toute façon, l'acquéreur, il le fera ce boulot. Donc autant anticiper. Quand vous avez sorti les comptes, est-ce que quelque part là-dedans, il y a des plus-values latentes? Je peux avoir des non-valeurs. Alors ça, la chasse aux non-valeurs, c'est un sport très intéressant à faire. Et j'ai passé pas mal de temps à faire ça. Effectivement, il faut chasser les non-valeurs, les programmes de R&D sans avenir, le fonds de commerce, qu'est-ce que ça vaut? Les frais d'établissement, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut rien tout ça. Donc, si vous voulez, il faut quelque part nettoyer le bilan de choses qui n'ont pas de valeur. Grosso modo, la louche à potage, vous enlevez en général 10% d'un actif de bilan. Hein, vous n'êtes pas très loin de la décote. Par contre, vous pouvez identifier des charges dites hors normes ou des charges qui ne sont pas justifiées parce qu'exceptionnelles. Là, effectivement, il faut les retraiter. Bon, une revue de l'appréciation des risques, c'est merveilleux. Vous demandez la balance AG à des entreprises qui sont à céder. Vous dites par antériorité de sol, montrez-moi les créances clients.
Bien, pourquoi il y en a en mois plus 5, plus 6, plus 7? C'est pas provisionné ça? Mais non, il va payer le client, vous inquiétez pas. Il dépasse 3-4 mois enfin 1 ou 2, 3 mois de retard, il nettoie. Bon, dénouement d'un procès, vous inquiétez pas, on a un bon dossier, un bon avocat, etc. Montrez-moi de près. Donc les provisions, comment c'est fait? Regardez mes stocks, c'est du béton. Hein, vous promenez dans les stocks, il y a une épaisseur de poussière épaisse comme ça, rien n'est déprécié, ça ne tourne pas. Bon. Des actifs immatériels significatifs, c'est tout le goodwill, ça va vous ramener de la valeur. Bon, une trésorerie pléthorique ou insuffisante, des engagements hors bilan. Les gisements de progrès à portée de main. Effectivement, si vous avez vraiment le sentiment qu'il y a de la productivité à faire sur telle et telle partie de l'entreprise, il faut surtout faire ça avant la session. Ou alors, si vous ne l'avez pas fait au moment de la session, essayez de dire à l'acquéreur, là, vous avez sous la pédale des gisements de productivité fantastiques parce qu'il y a une renégociation des contrats possibles sur tel et tel contrat. Vous allez voir, vous allez faire des récupérations fantastiques. Il y a eu des demandes clients qui n'ont pas été matérialisées par des avenants aux commandes. On a listé tout ça, vous allez voir, vous allez pouvoir effectivement trouver de belles choses. Donc vous voyez que le retraitement du bilan, c'est finalement passer du comptable à l'économique en passant par des éléments qui vous amènent de la valeur et d'autres qui, effectivement, vont vous rabioter de la valeur. Mais l'acquéreur le fera, tout ça. Donc, autant anticiper, un homme averti en vaut deux. Bon, alors derrière le prix, je termine là-dessus. Il y a la qualité du projet de développement. Chacun a une version différente, par exemple, du business plan de l'entreprise. Le retour sur investissement. Bon, vous posiez la question tout à l'heure, quel est légitimement le nombre d'années qu'on est en droit d'attendre d'un investissement dans le capital d'une entreprise, dans la reprise d'une entreprise? Selon effectivement votre vision personnelle, selon le financement que vous avez eu, est-ce que vous avez eu 100% d'aide extérieure ou est-ce que vous avez eu un ratio de levier sur fonds propres de 30-40%, etc. Vous faites votre petit calcul. Hein. Alors, sachant que ce qui est très important aussi, c'est les possibilités de sortie. Vous allez acquérir une entreprise, a priori, à un moment donné, vous allez probablement la céder. Quand vous allez la céder, est-ce qu'effectivement, il y aura beaucoup de clients en portillon pour vous racheter l'entreprise ou vous allez être sur un secteur où, pour trouver des clients, ça va être très dur? Bon, on parlait des modalités de financement, effectivement. Il y a le prix facial, mais derrière, quelles sont les modalités de financement de l'opération? Est-ce qu'il y a du crédit vendeur? Quelles sont les cautions garanties sur le risque de non-paiement? Le remboursement éventuel des comptes courants des cédants? Les management fees? Les investissements mis à niveau? Un investisseur qui arrive va se dire « Ouh là là, il faut bigrement investir là-dedans. Ils sont complètement sous-équipés dans tel domaine, etc. » D'accord, facialement, je vais peut-être dépenser 2 millions d'euros pour acquérir l'entreprise, mais j'ai au moins 500 000 euros ou 1 million d'euros à mettre pour relancer l'entreprise dans le cadre de la stratégie qu'ils ont dans la tête. Il faut que j'investisse. Donc finalement, pour moi, ce n'est pas 2 millions que je mets dans l'entreprise, c'est 3. Donc ça, ce sont des calculs à faire. L'évolution des loyers, bon, si le cédant est propriétaire des bureaux, des loyers, des usines, bon, qu'est-ce qui va se passer? Les compléments de prix, assez souvent, vous trouverez des acquéreurs qui vont vous dire « C'est bien tout ce que tu me racontes, l'avenir est merveilleux, demain on rase gratis. Par contre, tu restes 1 an avec moi et puis il y a un complément de prix. Si tu tiens les objectifs, je paye le prix. Si tu ne les tiens pas, il y a une décote. Si tu fais mieux que le prix, il y aura un bonus. » Bon, ça, c'est le principe qui se généralise de plus en plus. Les compléments de prix, les earn-out, c'est très très fréquent. Hein. Bon, les conditions suspensives et garanties d'actifs passifs, bon, ça, il faut être effectivement très clair là-dessus. La solvabilité de l'acheteur et la transparence du vendeur, il faut être clair là-dessus. Donc, tout ça pour vous dire que ce processus n'est pas un processus aussi simple qu'il en a l'air. Il faut anticiper les choses. Plus vous aurez anticipé les choses, plus vous allez franchir avec succès la course de haie, et plus vous aurez des chances de valoriser au mieux votre entreprise. Et puis plus vous aurez de chance à vous mettre d'accord avec l'acquéreur, parce que vous allez parler le même langage. Et la transparence, souvent, c'est quelque chose qui crée de la confiance. Quand un acquéreur n'a pas confiance, il va vous poser 10 000 questions. S'il a confiance, il va vous poser les 4-5 questions bien ciblées aux bons endroits. Il y a de la confiance, on avance.